Alors, bonjour à tous. On va essayer de faire la synthèse des dernières recommandations ayant porté sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et on a choisi pour vous 3 recommandations. Les premières portant sur les cancers au cours des MICI. Les deuxièmes portant sur la prévention, le diagnostic et la prise en charge des infections. Et puis, on va finir avec des recommandations sur tout ce que se rapporte à la fertilité, la grossesse et le postpartum. Alors, les premières recommandations, donc ça a été publié en 2022. Ils ont traité de plusieurs volets. Tout d'abord, le cancer colorectal, mais aussi d'autres cancers liés à l'inflammation intestinale. Ils ont aussi abordé le risque néoplasique lié au traitement immunosuppresseur et enfin la gestion des patients MICI avec antécédents de cancer. Alors, pour le cancer colorectal, bien évidemment, les patients avec MICI colique sont toujours considérés à risque élevé pour le cancer colorectal. Ceci dit, on note dans les dernières études une diminution de ce risque. Alors, le risque est multiplié par 2 par rapport à celui de la population générale et le risque absolu tend à diminuer. Il est actuellement estimé entre 1 et 5% après 20 ans d'évolution de la MICI, alors qu'il était aux alentours de 8 voire 10% dans les études des années 2000, et ceci est expliqué très probablement par un meilleur contrôle de l'inflammation intestinale avec l'utilisation des nouvelles thérapeutiques. Alors, pour les facteurs de risque, globalement, ce sont les mêmes facteurs de risque que vous connaissez très bien. Donc, il s'agit de la durée d'évolution de la MICI, l'étendue de la colite, la sévérité de l'inflammation, la présence du sténose colique et l'association à une cholangite sclérosante primitive. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a l'ajout de nouveaux facteurs de risque qui sont représentés par l'âge jeune de diagnostic de la MICI, la sévérité de l'inflammation histologique, puisque ça ressort dans les nouvelles études comme étant un facteur de risque indépendant de dysplasie colique. Et ça veut dire qu'en pratique clinique, on va faire plus de biopsies coliques, même si l'aspect endoscopique est normal et même si la RCH est en rémission endoscopique. Et il faudra sensibiliser les anatomopathologistes pour une utilisation plus large des scores d'activité histologique. Alors, autre nouveauté, les pseudopolypes inflammatoires ne sont plus considérés comme étant un facteur de risque de dysplasie colique. Donc là aussi, il y a des nouvelles données qui montrent que le risque de dysplasie colique est similaire en présence ou en l'absence de pseudopolypes inflammatoires. Alors, pour les facteurs de risque non liés à l'MICI, on garde toujours les antécédents familiaux de cancer colorectal et il y a l'ajout d'un nouveau facteur de risque qui est le sexe masculin. Alors, pour le dépistage initial, il est toujours recommandé à partir de 8 ans par rapport au début des symptômes. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce dépistage initial doit actuellement concerner tous les patients, quelle que soit la localisation initiale de la MICI, et même les patients qui avaient initialement une atteinte isolée du grêle. Donc, ça va permettre d'évaluer l'étendue exacte des lésions et comme il existe un risque potentiel de progression lésionnelle au cours de l'évolution. Bien évidemment, si à cette colo de 8 ans, on confirme qu'il s'agit d'une atteinte isolée du grêle ou d'une atteinte isolée du rectum, ces patients vont être exclus par la suite du programme de dépistage. Alors, le programme de dépistage, donc on stratifie toujours les patients en 3 niveaux de risque. Donc, vous voyez qu'on inclut la sévérité de l'inflammation histologique comme critère, qu'on inclut aussi l'âge de diagnostic de la MICI et le sexe masculin, et que les pseudopolypes ne font plus partie du groupe à risque intermédiaire. Alors, pour la détection de la dysplasie, je rappelle que dans les recommandations de 2015, la méthode de choix était la chromo-endoscopie vitale et les biopsies coliques étagées étaient indiquées comme alternative possible à défaut de la chromo-endoscopie. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on a plusieurs études et méta-analyses qui montrent que la chromo-endoscopie virtuelle est tout aussi performante que la chromo-endoscopie vitale pour la détection de la dysplasie colique. Et actuellement, dans les nouvelles recommandations, on a le choix entre les 2 méthodes.
Alors, qu'en est-il des biopsies coliques étagées, toujours indiquées à défaut de chromandoscopie vitale ou virtuelle? Et ce qui est nouveau en 2022, c'est que même lorsqu'on fait une chromandoscopie, ces biopsies seront indiquées chez les patients les plus à risque, c'est-à-dire les patients qui ont une CSP associée ou des antécédents de dysplasie colique. Alors, pour la classification de la dysplasie, bien évidemment, toute lésion visible doit être bien décrite et bien caractérisée, en précisant en particulier la localisation, la taille, donc l'aspect endoscopique, comme vous savez, en se basant sur la classification de Paris modifié, qui permet donc surtout de faire la distinction entre lésions polypoïdes et lésions non polypoïdes. Et il faut aussi décrire la surface de la lésion en chromoendoscopie. Et là, on a une nouvelle classification qui a été validée en 2019, qui est spécifique des MICI et qui permet de prédire le type histologique de la lésion détectée et surtout de prédire donc la présence de dysplasie avec une bonne spécificité et valeur prédictive positive. Alors pour les autres cancers, alors, il ne faut pas oublier que les patients qui ont une maladie de Crohn avec une atteinte du grêle présentent un risque élevé de cancer du grêle par rapport à la population générale. Les principaux facteurs de risque sont représentés par la durée d'évolution de la MICI, le sexe masculin, le phénotype sténosant ou fistulisant et le fait d'avoir eu une chirurgie conservatrice du grêle à type de stricturoplastie. Et il faudra y penser essentiellement en cas de sténose du grêle ancienne et réfractaire au traitement médical. Alors, le risque relatif est multiplié par 10 par rapport à la population générale, mais le risque absolu reste faible. Et jusqu'à présent, donc, il n'y a pas de recommandation quant à une stratégie de dépistage pour le cancer du grêle. Alors, pour le cancer du réservoir iléal, là aussi, le risque est faible. Donc, le risque augmente surtout chez les patients aux antécédents de dysplasie de cancer colorectal et en cas d'association à une cholangite sclérosante primitive. Et chez ces patients, il est actuellement indiqué de faire une surveillance endoscopique de la poche tous les ans. Alors, le cancer du canal anal, donc là aussi, le surrisque concerne les patients qui ont une maladie de Crohn avec une atteinte anopérinéale, surtout fistulisante. Il n'y a pas de stratégie de dépistage à proposer pour ces patients, mais il faudra être vigilant devant toute modification inexpliquée de la symptomatologie anopérinéale. Alors, le troisième volet concerne le risque néoplasique lié au traitement immunosuppresseur. Alors, pour le thiopurine, il est actuellement bien établi que les traitements par thiopurine augmentent le risque de syndrome lymphoprolifératif et il s'agit principalement de lymphome B lié à l'infection par le BV. Alors, en situation clinique, on distingue deux situations possibles. Alors, il y a les patients qui sont EBV séropositifs. Là, le risque est principalement lié à l'âge. Donc, il augmente surtout chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Les autres facteurs de risque sont représentés par le sexe masculin et la longue durée d'exposition au thiopurine. Et il faut savoir que ce risque est réversible à l'arrêt des thiopurines. Alors, les recommandations actuelles, c'est en fait la première fois qu'apparaît une restriction d'utilisation des thiopurines chez les patients âgés de plus de 65 ans, étant donné donc ce risque de syndrome lymphoprolifératif. Alors, la deuxième situation clinique concerne les sujets qui sont EBV séronégatifs. Là, le risque, c'est la survenue d'une primo-infection EBV sous thiopurine, avec un risque de syndrome d'activation macrophagique, un risque aussi de lymphoprolifération post-mononucléose infectieuse. Et c'est une complication donc, qui est très grave, avec donc une mortalité élevée, surtout chez les sujets de sexe masculin. Alors donc là aussi, il y a une restriction d'utilisation des thiopurines chez les sujets jeunes de sexe masculin et séronégatifs pour le BV. Il faudra proposer autre chose que les thiopurines.
Alors, donc là aussi, c'est pour la première fois qu'on communique le risque de syndrome myéloprolifératif lié à l'utilisation des thiopurines. Ce risque n'avait pas été communiqué en 2015 et ça concerne là aussi surtout les sujets âgés de plus de 60 ans. Il s'agit essentiellement de leucémie aiguë myéloïde qui peut être en rapport avec une exposition passée ou en cours aux thiopurines. Alors, pour les cancers non hématologiques, donc il y a donc le risque de cancer cutané, les cancers cutanés non mélanocytaires, spinaux et basocellulaires, donc avec le traitement par thiopurine. Donc ça impose un dépistage dermatologique spécialisé de façon annuelle et bien sûr d'appliquer les mesures de protection contre le soleil. Donc ce risque a été confirmé par une méta-analyse récente. Alors, pour le risque de dysplasie et cancer du col de l'utérus, là, les données sont encore discordantes, donc le surrisque est probable. Il a été signalé dans les dernières recommandations avec un faible niveau de preuve. La prévention passe par la vaccination anti-HPV, on le voir tout à l'heure, et le dépistage. Donc, ils disent que le dépistage est similaire à celui de la population générale. Alors, les anti-TNF. D'abord, les anti-TNF en monothérapie. Globalement, les nouvelles données sont rassurantes. Il y aurait une augmentation probable du risque de lymphome et de mélanome et il n'y a pas de suivi particulier à proposer pour ces patients. Alors par contre, les anti-TNF en combothérapie avec les thiopurines, là, il y a une augmentation du risque de lymphome B et il y a aussi donc l'augmentation du risque d'un type particulier de lymphome qui est très très rare. C'est le lymphome T hépatosplénique, surtout chez les sujets de sexe masculin âgés de moins de 30 ans. Donc pour ces patients, il faudra éviter la combothérapie prolongée et ne pas dépasser idéalement les 2 ans de combothérapie. Alors, pour l'ustekinumab, bon, les données à long terme restent encore limitées, mais il ne semble pas y avoir de surrisque observé avec ce traitement. Alors, dernier volet concerne les patients qui ont une MICI avec un antécédent de cancer. Alors là, dans cette situation, se pose essentiellement la question du rapport bénéfice-risque du traitement immunosuppresseur avec d'une part le bénéfice du maintien de la rémission de la MICI et d'autre part le risque de récidive cancéreuse. Alors je rappelle que dans les recommandations de 2015, il y avait une stratification du risque de récidive selon le type de cancer qui s'est basée sur des données très 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 anciennes remontant à 1993 et des données qui étaient issues d'études portant sur des patients transplantés et traités par thiopurine. Alors là, depuis, on a beaucoup plus de données, surtout une amélioration de la prise en charge thérapeutique des cancers, une amélioration du pronostic, globalement une diminution du risque de récidive cancéreuse. Et dans les nouvelles recommandations, il est dit qu'il n'est pas possible de faire une estimation précise du risque de récidive et de façon spécifique pour chaque cancer et qu'il faudra individualiser le risque avec une décision qui doit être prise au cas par cas en concertation multidisciplinaire avec les oncologues. Alors, pour le délai d'introduction des immunosuppresseurs par rapport au diagnostic de cancer, alors en 2015, il était question de retarder le traitement immunosuppresseur avec un délai qui variait entre 2 et 5 ans en fonction justement du risque de récidive du cancer. Donc là aussi, ces recommandations ne sont plus d'actualité puisqu'on a de nouvelles données avec les thiopurines qui ne montrent pas de surrisque. Mais bon, il faut quand même interpréter ces résultats avec prudence, puisque les données sont un peu biaisées. Les patients qui étaient inclus, le traitement immunosuppresseur chez ces patients a été introduit en se basant sur les anciennes recommandations avec une introduction des immunosuppresseurs après un délai de 2 à 5 ans. Donc, ils disent dans les nouvelles recommandations que les thiopurines peuvent être introduits avec prudence après une appréciation du risque de récidive, donc là aussi en concertation multidisciplinaire avec les oncologues.
Alors pour les anti-TNF, donc là on a beaucoup plus de nouvelles données qui sont globalement rassurantes, des données chez les patients MICI et chez des patients aussi qui ont d'autres maladies dysimmunitaires traitées par anti-TNF qui montrent l'absence de surrisque de récidive cancéreuse. On a aussi les résultats d'un registre danois qui montre que l'introduction précoce ou tardive des anti-TNF après le diagnostic de cancer n'augmente pas le risque de récidive cancéreuse. Donc, dans les recommandations de 2022, il est aussi dit que les anti-TNF pourraient être utilisés chez les patients aux antécédents de cancer sans donner de délai d'introduction. Et donc là aussi, c'est une décision qui doit être prise au cas par cas en concertation avec les oncologues. Donc voilà pour cette première partie, donc en ce qui concerne les nouvelles recommandations et en porté sur les cancers au cours des MICI. Je ne sais pas si avant de passer aux autres guidelines, est-ce qu'on fait une pause pour des questions ou bien on enchaîne? Vous avez des questions par rapport au cancer et MICI, s'il vous plaît. Les thiopurines chez les sujets de plus de 65 ans. Donc c'est une contre-indication finalement. C'est une restriction d'utilisation, c'est-à-dire si on n'a pas d'autres alternatives thérapeutiques, on pourrait utiliser les thiopurines avec une surveillance, une bonne surveillance des patients, mais sinon, il faudra les éviter et proposer une autre thérapeutique. Et si le patient est déjà il faut arrêter. Alors, si le patient est en rémission profonde depuis un certain temps, oui, il faudra donc essayer d'arrêter les thiopurines et de suivre de façon rapprochée les patients, notamment par la calprotectine fécale, avec donc la possibilité d'introduire l'adalimumab en monothérapie en cas de risque de récidive. Docteur Jesus. Deux petites questions. Pour le grêle, dans la maladie de Crohn, comment poser le diagnostic et à quel rythme? La surveillance. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de surveillance. Il y a une augmentation du risque par rapport à la population générale, mais en absolu, le risque reste faible. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de stratégie de dépistage qui est actuellement proposée. En plus, les examens, les études qui ont fait qui ont essayé de voir l'efficacité des examens complémentaires, entéroscanner, entéro-IRM, dans le dépistage, donc ont montré que ces examens ne sont pas finalement performants pour le dépistage de ce cancer. Je peux. Concernant les maladies, le risque des cancers colorectaux, RCH ou Crohn, la même. Vous proposez pour la surveillance avec des lésions, c'est-à-dire avec des formations polypoïdes. Mais en dehors de ces formations, s'il y a des polypes, on fait la coloration équivalente entre coloration manuelle et virtuelle. Mais pour les lésions planes, et c'est le cas le plus fréquent, ce sont des lésions planes diffuses. Et comment faire cette surveillance? Est-ce que la chromondoscopie virtuelle, et comment la faire? Parce que le problème de la manuelle, c'est qu'elle est très chronophage. Aller faire une chromondoscopie, même virtuelle, sur des lésions en plane, comment faire et à quel rythme? Alors, justement, la chromondoscopie virtuelle, elle est, c'est-à-dire qu'on détecte plus de lésions non polypoïdes avec la chromondoscopie virtuelle. Les lésions polypoïdes, on arrive à les voir en lumière blanche, alors que la chromondoscopie virtuelle permet justement d'augmenter la probabilité de détection des lésions planes. Enfin, des lésions non polypoïdes, entre autres les lésions planes. On exige pour le moment une rémission histologique, en particulier pour les patients qui présentent une rectocolite hémorragique. Et est-ce que les modalités de surveillance, on opte pour une surveillance différente
chez les patients avec une inflammation à minima, contrairement pour les patients qui sont en rémission endoscopique, mais par contre, les phénomènes inflammatoires sont importants et assez sévères. Est-ce que la surveillance Alors, devrait être suffisante? pour l'objectif thérapeutique, là, pour le moment, la rémission histologique n'est pas encore un objectif thérapeutique pour la rectocolite hémorragique, mais sinon, pour le rythme de surveillance des patients, oui, même si la RCH est en rémission endoscopique, la sévérité de l'inflammation histologique va modifier le rythme de surveillance. Si on a une inflammation histologique sévère, donc ça va être une surveillance tous les ans. Par contre, si c'est une inflammation histologique minime à modérée, ça va être une surveillance tous les 2 à 3 ans. Ok, merci. On enchaîne. Alors, on va passer aux deuxièmes recommandations. Donc, j'enchaîne avec les dernières recommandations de l'ECO publiées en 2021 concernant la prévention, le diagnostic et la prise en charge des infections au cours des maladies inflammatoires chroniques des infections. Donc, c'est quoi une infection opportuniste? Une infection opportuniste, elle est définie par une infection avec un micro-organisme ayant une capacité pathogène habituellement limitée au nu dans des circonstances ordinaires, mais cette pathogénicité est amplifiée par le terrain immunitaire du patient et sa sensibilité aux infections. Il y a plusieurs facteurs de risque de survenue d'infections opportunistes au cours des MICI. Deux principaux facteurs de risque sont les médicaments immunosuppresseurs et l'âge avancé. D'autres facteurs de risque ont été identifiés, notamment la malnutrition ou le surpoids, les maladies chroniques, notamment le diabète, et l'immunodéficience, que ce soit congénitale ou secondaire à l'infection HIV. Pour les patients qui sont sous anti-TNF, ils ont plus de risques de développer des infections opportunistes par rapport aux patients qui sont sous immunosuppresseurs classiques comme le montre cette méta-analyse. Également, les patients qui sont sous combothérapie ont plus de risques de développer des infections par rapport aux patients qui sont sous monothérapie. L'âge est reconnu depuis longtemps comme un facteur de risque indépendant de survenue d'infections au cours des MICI. Là, c'est une méta-analyse qui a mis en évidence que les patients de plus de 65 ans ont plus de risques de développer des infections sévères avec une mortalité plus élevée. Il faut aussi savoir qu'il y a une différence entre les molécules concernant l'immunosuppression. Ça va dépendre du type de molécule, de la dose, du mode d'administration et de la durée d'administration du médicament. Par exemple, pour les corticoïdes systémiques, s'ils sont administrés à une dose de moins de 20 mg par jour pour une durée de moins de 2 semaines, l'immunosuppression est considérée comme légère. Également pour le méthotrexate et l'azathioprine, s'ils sont administrés aux doses usuelles au cours des MICI. Par contre, si les corticoïdes systémiques sont administrés à une dose de plus de 20 mg par jour pour une durée de plus de 2 semaines, ils sont considérés comme pourvoyeuses d'immunosuppression modérée à sévère. La même chose pour la cyclosporine, le tacrolimus et les biothérapies. Les immunosuppressants ont également une action sélective. Par exemple, les stéroïdes, ils favorisent plus les infections fongiques, les thiopurines, les infections virales. Les infections mycobactériennes se voient surtout sous anti-TNF. Et pour le vedolizumab, il favorise surtout les infections entériques à Clostridium difficile. On va commencer par voir les dernières recommandations concernant les infections virales. On va commencer par les virus hépatitiques alphabétiques. Pour le virus de l'hépatite A, donc l'ECO recommande de vacciner les groupes à risque contre le virus de l'hépatite A. Et en cas de non-vaccination, il est recommandé de faire une prophylaxie post-exposition dans les 14 jours à base de vaccins et d'immunoglobulines. Pour le virus de l'hépatite E, il faut savoir que les anticorps sont souvent indétectables, avec un risque de progression vers une forme chronique, surtout pour le génotype 3. Et donc, si la virémie dépasse les 3 mois, on doit démarrer un traitement à base de ribavirin. Pour le virus de l'hépatite B, ce qui est nouveau par rapport aux recommandations anciennes, c'est le taux d'anticorps anti-HBC exigé pour la vaccination. Les anciennes recommandations anti-HBS, les anciennes recommandations donc, exigent un taux d'anticorps anti-HBS de plus de 100 unités. Avec les nouvelles recommandations, donc un taux d'anticorps anti-HBS plus de 10 unités par millilitre suffit pour protéger les patients. En cas d'une hépatite chronique B avec un antigène HBS positif, on doit démarrer un traitement préemptif qui devrait être commencé 2 semaines avant le traitement immunosuppresseur
et jusqu'à 12 mois après l'arrêt du traitement immunosuppresseur. Par contre, en cas d'infection B occulte, avec un antigène HBS négatif et des anticorps anti-HBC qui sont positifs, il n'est pas recommandé de démarrer systématiquement un traitement, mais il faut surveiller les patients avec un ADN et un bilan hépatique à 1 mois, puis tous les 3 mois jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement immunosuppresseur. Pour le virus de l'hépatite C, l'ECO recommande de traiter les patients conformément aux directives nationales et internationales. Pour les patients infectés par le virus de l'HIV, le traitement immunosuppresseur n'est pas contre-indiqué, mais on doit le démarrer chez des patients qui sont sous traitement antirétroviral, avec un taux de CD4 qui est stable, une charge virale indétectable. On doit surveiller étroitement le taux de CD4 de ces patients. Pour l'infection HPV, il y a un risque d'infection persistante avec survenue de cancer du col de l'utérus. Donc, l'ECO recommande de faire un dépistage annuel du cancer du col de l'utérus et de vacciner les jeunes femmes et hommes. Également, pour la grippe, il y a un risque accru d'une infection grippale sévère, d'où la vaccination annuelle est recommandée. Pour le virus de la varicelle zonale, les facteurs de risque sont l'âge, l'éthiopurine et le traitement par tofacitinib. Il y a fréquence de survenue de formes sévères, multidermatomiques, disséminées et ophtalmiques. Le traitement se base sur la valacyclovir féroce et dans les formes compliquées, on donne de la cyclovir IV. Pour l'infection à herpès, il y a également une fréquence des formes graves et étendues sous immunosuppresseurs, notamment la rétinite, l'encéphalite, la méningite ou la colite. Le traitement se base sur la cyclovir, le valacyclovir, la francyclovir. Et en cas de crise récurrente, on recommande une prophylaxie à la base de valacyclovir à la dose de 500 mg par jour. Pour l'EBV, il y a un risque accru de l'enfant, surtout pour les patients EBV négatifs au traitement immunosuppresseur et notamment l'éthiopurine. La colite à Saint-V, c'est une infection fréquente au cours des Mickey, va aggraver le pronostic avec survenue de colectasie et recours à la colectomie. Le dépistage il est recommandé en cas de Mickey compliqué, de corticorésistance et de Mickey réfractaire au traitement immunosuppresseur. Ce qui est nouveau, ce sont les méthodes de dépistage. Donc, l'ECO recommande des méthodes avec des tests tissulaires pour biopsie colique. Donc, il faut avoir une immunohistochimie qui est positive ou une PCR tissulaire qui est positive, ou les deux, et les résultats doivent être discutés en fonction du contexte clinique. Il n'y a pas un seuil pour l'ADN du CMV pour différencier entre infection latente et une infection active, mais certains auteurs proposent le seuil de 250 copies. Le traitement au cours de la colite à CMV, le traitement immunosuppresseur ne devrait pas être interrompu systématiquement, sauf en cas de CMV disséminé symptomatique. Mais on doit diminuer la dose de stéroïdes. On doit discuter un traitement antiviral chez les patients qui sont réfractaires aux stéroïdes. Ce qui est recommandé pour les biopsies de l'hyper en zone avec une inflammation active, au niveau de la base et des bords des ulcères, là où la densité du virus CMV est la plus importante. Pour la RCH, on recommande de faire 11 biopsies et pour la maladie de Crohn, au moins 16 biopsies. Généralement, les biopsies sont positives au niveau du côlon gauche pour la RCH et au niveau du côlon droit pour la maladie de Crohn. Le traitement de la colite à CMV se base sur la ganciclovir à la dose de 5 mg par kilo, 2 fois par jour pendant 5 à 10 jours. Puis on passe à un traitement par le valganciclovir à la dose de 900 mg par jour pour une durée totale de traitement de 2 à 3 semaines. Pour les patients qui sont intolérants ou résistants au ganciclovir, on va les traiter par le foscarnet. L'ECO a parlé également de la gestion des patients mais qui développent un Covid. Elle a recommandé de suivre les normes des soins habituelles. Pour les patients qui sont testés positifs pour le SARS-CoV-2, l'arrêt du traitement immunosuppresseur n'est pas systématique, mais envisagé au cas par cas. Et pour la vaccination, on privilégie les vaccins ARN messagers. Donc, pour récapituler, l'ECO recommande de faire un dépistage sérologique au diagnostic et avant ou pendant un traitement immunosuppresseur pour l'hépatite A, B, C, pour l'HIV, pour le VZV. Et ce qui est nouveau dans ces recommandations, c'est qu'elle préconise de faire un dépistage systématique pour le BV et le CMV. Il faut également faire un frottis cervico-utérin pour dépister l'infection à HPV, puisqu'il y a un risque accru de dysplasie cervicale de haut grade et de survenue de cancer du col utérin.
s'il y a survenu d'une infection sous traitement immunosuppresseur, est-ce qu'il faut arrêter ou non les traitements immunosuppresseurs? Donc, les traitements immunosuppresseurs ne seront arrêtés que dans le cas d'une varicelle, une infection à herpès ou varicelle zona qui est disséminée, ou bien une mononucléose infectieuse liée à l'EBV avec des ulcérations cutanées, une grippe sévère ou une rougeur. Mais dans le cas d'une infection à herpès simplex virus ou VZV grippe qui n'est pas sévère, on n'arrête pas le traitement immunosuppresseur systématiquement, mais on doit débuter un traitement antiviral. On passe aux infections bactériennes au cours des MICI, en tête de liste la tuberculose, dont le risque de réactivation il est augmenté sous biothérapie. La maladie peut être plus sévère par rapport à la population générale, surtout les formes extrapulmonaires, d'où un dépistage systématique est recommandé avant d'instaurer le traitement, lors du changement du traitement immunomodulateur. Et pour le personnel de santé, il est recommandé de faire un dépistage régulier. Le diagnostic repose sur des données cliniques, les facteurs épidémiologiques, une radiographie de thorax et un test IDR ou test de libération d'interféron gamma selon la disponibilité dans chaque pays. Il faut faire un dépistage précoce au moment du diagnostic de la MICI après avoir arrêté les corticoïdes pendant au moins 3 semaines et en période de poussée inflammatoire légère. Les patients avec un diagnostic d'infection tuberculeuse latente, ils doivent être traités selon un schéma thérapeutique complet, c'est-à-dire INH pendant 9 mois. Et pour le traitement immunosuppresseur, il doit être retardé au moins 4 semaines après le début de la chimioprophylactique. Il insiste sur l'avis d'un spécialiste si on doit démarrer un traitement en urgence. Pour les patients qui ont une tuberculose maladie, il faut retarder le traitement immunosuppresseur au moins 2 mois après avoir démarré le traitement antituberculeux. Les infections à Clostridium difficile sont fréquentes au cours des MICI. Le dépistage est recommandé à chaque poussée de la maladie, en particulier chez les patients qui sont sous immunosuppresseurs. Le diagnostic nécessite la détection de Clostridium toxinogène dans les selles avec un tableau clinique compatible. Donc, les nouvelles recommandations proposent un algorithme en 2 étapes. On commence par un test initial très sensible, GDH ou PCR à Clostridium difficile, et un second test à haute spécificité qui est la recherche de toxines A et B par les dosages immuno-enzymatiques dans les selles. L'endoscopie n'est pas recommandée comme outil de diagnostic parce que les pseudomembranes sont rarement trouvées et leur absence n'exclut pas l'infection. Ce qui est nouveau également sur le plan thérapeutique, c'est que le métronidazole ne figure pas dans le traitement de première ligne de l'infection à Clostridium difficile. Par contre, le traitement de première ligne il est basé sur la vancomycine par voie orale à la dose de 125 mg 4 fois par jour pour une durée de 10 jours. En cas d'une infection sévère, c'est-à-dire associée à une hypotension, état de choc, anélius en mégacolon, on va augmenter la dose de vancomycine à 500 mg, toujours 4 fois par jour, et on associe le métronidazole par voie IV à la dose de 1,5 g par 24 heures. En cas de récidive, on traite toujours par la vancomycine par voie orale, la même dose 125 mg par jour pendant 10 jours, et puis on fait un régime prolongé décroissant, c'est-à-dire on va diminuer la dose de la vancomycine progressivement toutes les semaines. Les infections pulmonaires bactériennes sont fréquentes, notamment le pneumocoque, avec un risque accru d'infection et de maladies invasives, d'où la vaccination contre le pneumocoque est recommandée chez tous les patients qui sont atteints de MICI. Les germes atypiques sont fréquents, notamment la Legionella pneumophila, donc il faut tester tous les malades sous immunosuppresseurs qui présentent une pneumonie. Et en cas d'infection, il faut arrêter le traitement immunosuppresseur. Sur le plan thérapeutique, il faut toujours privilégier les antibiotiques dirigés contre les légionnelles, qui sont les macrolides et les fluoroquinolones. Les infections à Salmonella et Listeria, elles sont fréquentes au cours des MICI, surtout chez les patients qui sont sous immunosuppresseurs. En cas d'infection, il faut arrêter temporairement le traitement immunosuppresseur. On traite la Listeria par l'ampicilline, l'amoxicilline ou le Bactrim et les salmonelloses par les fluoroquinolones ou citruaginines. L'ECO insiste sur la prévention, surtout l'hygiène alimentaire et un choix alimentaire d'éviction. On doit conseiller les patients d'éviter de consommer les œufs crus, le lait non pasteurisé et la viande insuffisamment cuite. Je termine par les infections fongiques au cours des MICI, et notamment les infections à pneumocystis jirovecii, qui sont des infections exceptionnelles, mais la mortalité elle est très élevée.
La seule chimioprophylaxie recommandée, c'est une chimioprophylaxie contre le pneumocystis jirovecii à base de bactéries, qui est indiquée dans le cas d'une trithérapie immunosuppressive. Sous bithérapie, si l'un des deux traitements est un inhibiteur de la calcinurie, ou bien une combinaison de corticostéroïdes chez les patients qui ont une lymphopénie ou les patients traités par les antigènes. L'ECO insiste sur la vaccination des patients. Il faut avoir un programme de vaccination individualisé et l'expliquer aux patients. Il faut vérifier le statut vaccinal au début de la maladie et de façon annuelle. Le succès de la vaccination peut être compromis par l'immunosuppression et il faut vacciner les patients avant de commencer l'immunosuppression. Il insiste également sur une stratégie très importante, c'est le fait de vacciner les sujets contacts étroits des patients suivis pour MICI. Pour la vaccination sous immunosuppresseur, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués, qui sont la rougeole, rubéole, le vaccin contre le varicelle zoster, la fièvre jaune, polio oral et la BCG. Ces vaccins sont réalisés soit 4 semaines avant le début du traitement immunosuppresseur ou 3 mois après l'arrêt du traitement immunosuppresseur. Mais la décision d'administrer un vaccin vivant sous immunosuppresseur doit être évitée, envisagée au cas par cas, selon le bénéfice et le risque du vaccin. Pour les autres vaccins inactivés ou recombinants, ils sont autorisés chez les patients MICI, même sous immunosuppresseur. Donc voici, on a terminé avec les recommandations sur la prévention et la prise en charge des infections opportunistes au cours des MICI. On peut faire une petite pause. Y a-t-il des questions sur les infections et MICI? Oui, Dr. Doc. Sur la plaque, il y avait donc pour stratifier les patients concernant les risques infectieux et les corticoïdes. J'ai bien vu, c'est 20 mg Si la dose pendant dépasse, 2 semaines. si la durée dépasse 2 semaines. Je ne pense pas qu'il y a des patients qui, dans la majorité des cas, c'est des patients qui donc, reçoivent des corticoïdes à des doses plus importantes et une durée plus pratiquement tous les patients sont à haut risque. Donc d'où l'intérêt de bien faire le bilan après corticothérapie. Deuxième remarque concernant le Covid. Avec, ça a été démontré, et plusieurs séries l'ont montré, que chez les patients MICI qui sont sous immunosuppresseurs, ils répondent moins bien au vaccin. Donc il faut insister pour qu'ils fassent les injections de rappel pour booster l'immunité. Oui, concernant la surinfection par CMV, bon, les moyens actuels nous permettent de faire le diagnostic relativement facilement, mais on se retrouve souvent dans la situation, faut-il donner du ganciclovir ou pas? Vous nous dites que c'est au cas par cas. Donc en fait, il n'y a pas de recommandation. Ou alors vous avez des éléments plus détaillés. Si on a fait les tests tissulaires qui sont positifs avec un contexte évocateur, il faut traiter les malades. Oui, vous pouvez détailler plus? C'est-à-dire, si on a fait les tests tissulaires, immunohistochimie ou PCR qui sont positifs, chez un patient qui présente par exemple une diarrhée suite à une poussée de maladie de Crohn corticorésistante, il faut les traiter parce qu'on a un tableau très évocateur d'une colite à CMV. Bon, donc il faut traiter systématiquement si vous avez des antigènes tissulaires. Des antigènes tissulaires. Ce n'est plus au cas par cas. Oui, c'est... En fait, ça concerne les patients qui ont une corticorésistance. Si on détecte le CMV chez un patient qui a une corticorésistance, là, c'est une indication absolue au traitement par ganciclovir. Dernière question avec Dr. Azouz. En ce qui concerne les infections virales, pour le B occulte, ça me pose un problème. Parce que vous avez parlé de B occulte séropositif, c'est-à-dire avec un anticorps anti-HPV, HPC positif. Il y a les séronégatifs. Est-ce qu'il faut faire une DNA systématique? Et j'ai vu BH, c'est-à-dire biopsie hépatique. Systématique Non, aussi. c'est bilan hépatique. Ah, bilan hépatique. Bilan hépatique. BH. Non, les recommandations concernent les patients qui ont un anticorps anti-HBC qui est positif. On fait une surveillance à un mois, puis tous les 3 mois. Anti-HBC, ce sont les occultes séropositifs. Séropositifs. Il y a des séronégatifs. On les détecte par les dosages de DNA virale. Oui.
et la biopsie hépatique, parce que le DNA viral, par la vraie définition d'occulte, c'est DNA viral en intrahépatique. Oui. C'est la vraie définition. Est-ce qu'il faut aller à la recherche de DNA systématiquement? Non. La première question. La deuxième question concernant l'hépatite C. On sait qu'en traitant l'hépatite C, on peut révéler une hépatite B, Oui. si elle est occulte. Donc, est-ce qu'il faut faire une surveillance spéciale chez les occultes accompagnant le C? Chez les patients qui ont une hépatite B occulte avec un anticorps anti-HPC qui est positif, il faut le surveiller systématiquement. Pour les autres, on ne fait pas une surveillance systématique. Alors, Excusez-moi. Chez un patient qui est sous anti-TNF et qui fait une aspergillose pulmonaire, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, un patient sous infliximab qui fait une aspergillose pulmonaire sévère. Quelle est votre conduite à tenir? Est-ce que vous arrêtez l'infliximab? Sévère, c'est-à-dire avec détresse respiratoire, avec des saturations, etc. Oui, au cours des infections sévères, il faut arrêter le traitement Quel est votre immunomodulateur. traitement pour l'aspergillose? Il n'y a pas de recommandation actuellement nouvelle, mais il faut arrêter le traitement immunosuppresseur et traiter après l'avis du spécialiste. oui. Alors, on prépare la deuxième partie de la conférence. Est-ce qu'il y a du nouveau pour lorsqu'il y a un traitement chirurgical prévu et tuberculose diagnostiquée ou fortement suspectée? Recommandations concernant Du nouveau concernant comment gérer la chirurgie. pour les patients sous traitement immunosuppresseur. Qui risquent Pour d'avoir un prévenir les traitement infections. chirurgical et qui ont une tuberculose. Non, les recommandations concernent les patients qui développent des infections sous traitement immunosuppresseur, mais elles n'ont pas parlé du volet chirurgical. Merci. Alors, Il me reste 3 minutes pour les dernières recommandations. Bon, allez, je vais aller. Accouchement prématuré. Alors, tout d'abord, des recommandations concernant la contraception orale pour dire que l'efficacité n'est pas diminuée chez les patientes MICI par rapport à la population générale, qu'il n'y a pas de risque une augmentation du risque de rechute de la MICI. Et par contre, il faut faire attention pour le risque thromboembolique. Il faut une évaluation minutieuse de ce risque avant toute prescription. Alors, ce risque est lié essentiellement à la contraception hormonale combinée aux pilules ostroprogestatives. Dans la prescription, elle doit être remise en cause en présence de plus d'un facteur de risque thromboembolique. Alors, la MICI étant en elle-même un facteur de risque thromboembolique, la présence de tout autre facteur de risque implique la prescription des progestatifs comme contraception de choix. Alors, pour la fertilité et l'impact des thérapeutiques, donc là, on a aussi beaucoup de nouvelles données qui montrent que les thiopurines et les anti-TNF n'ont pas d'impact sur la fertilité. Pour les anti-interleukines, les données sont encore limitées, mais globalement rassurantes. Alors, c'est la première fois qu'on aborde la question de la fécondation in vitro chez les patientes MICI pour dire que les résultats sont comparables à ceux de la population générale et qu'on a les mêmes facteurs d'échec, c'est-à-dire l'âge avancé, la présence d'un surpoids ou d'une obésité. Alors, pour la grossesse, il est bien évidemment toujours fortement recommandé d'obtenir la rémission de la MICI avant la conception, puisqu'une MICI active lors de la conception est associée à un risque d'aggravation et de rechute de la RCH durant la grossesse et dans le postpartum, et aussi un risque de complications pour la maladie de Crohn, avec un retentissement sur le pronostic fœtal. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'ils disent qu'il est préférable actuellement, dans la mesure du possible, d'obtenir la rémission profonde avant la conception, avec une évaluation non seulement clinico-biologique, mais aussi endoscopique, voire même radiologique en pré-conception. Et il ne faut pas hésiter à utiliser les dosages pharmacologiques pour
éventuellement proposer une optimisation thérapeutique avant la conception. Alors, une MICI active durant la grossesse est aussi un facteur de mauvais pronostic fœtal. Alors, donc tout ça implique donc l'obligation d'obtenir et de maintenir cette rémission durant la grossesse. Alors, quels sont les médicaments qui sont autorisés? Donc, pour les salicylés, c'est considéré comme étant un traitement à faible risque, donc notamment pour les salicylés à des doses de plus de 3 grammes par 24 heures. Pour la sulfasalazine, il faut une coprescription d'acide folique à la dose de 2 mg par jour avant la conception et durant la grossesse. Alors, pour les corticoïdes, c'est en général considéré comme étant un traitement à faible risque, mais dans les nouvelles recommandations de 2023, on insiste sur la nécessité d'utiliser des courtes cures, étant donné le risque de complications materno-fétales qui est essentiellement lié à l'utilisation de corticothérapie de façon prolongée. Il y a un risque maternel d'HTA gravidique, de diabète gestationnel, qui peut avoir un retentissement sur le pronostic fœtal. Alors, pour les antibiotiques, le métronidazole peut être utilisé, la ciprofloxacine est à éviter durant le premier trimestre du fait d'un risque de toxicité osseo-articulaire. Alors, pour les thiopurines peuvent, ou plutôt, je dirais, doivent être poursuivies durant la grossesse. Donc, ça permet de prévenir le risque de rechute chez la femme enceinte. Et donc, on a beaucoup de nouvelles données qui montrent l'absence de risque pour le fœtus. Alors, seule précaution à prendre, il n'est pas recommandé d'introduire les thiopurines chez la femme enceinte du fait du risque d'effets immunoallergiques qui peut être grave chez la femme enceinte. Alors, pour les anti-TNF, donc je rappelle que ce qu'on utilise, ce sont des immunoglobulines de type IgG1 qui traversent le placenta à partir de 13-17 semaines de grossesse, avec un transfert placentaire qui va augmenter durant le 2e et 3e trimestre. Alors, il en résulte des taux sériques des anti-TNF chez le nouveau-né qui sont plus élevés que chez la mère, qui sont plus élevés en cas d'exposition à l'infliximab par rapport à l'adalimumab et qui sont détectables chez le nouveau-né jusqu'à 12 mois de vie. Alors, c'est pour cette raison que les anciennes recommandations de 2015 disaient qu'il fallait arrêter le traitement par anti-TNF à partir de 24-26 semaines de grossesse. Alors, depuis, donc là, ce n'est plus du tout d'actualité puisqu'on a beaucoup de nouvelles données avec des études de large effectif qui ont comparé maintien versus arrêt des anti-TNF durant le 3e trimestre et qui montrent que le maintien des anti-TNF au-delà de 24 semaines et durant le 3e trimestre n'était pas associé à un surrisque de complications maternelles, qu'il permettait de diminuer de façon significative le risque de rechute durant la grossesse et le postpartum avec une amélioration du pronostic fœtal. Et il y avait un suivi des nouveau-nés jusqu'à 12 mois de vie, il n'y avait pas de surrisque infectieux chez les enfants. Donc, il y a un changement radical des recommandations en 2023, dans le sens que chez les patientes qui ont une MICI active ou une MICI difficile à contrôler, la poursuite des anti-TNF tout au long de la grossesse est recommandée. Alors, il en est de même pour les patientes qui ont une MICI en rémission. Donc là, l'arrêt des anti-TNF avant le 3e trimestre n'est plus recommandé. Donc, la seule exception est faite pour les patientes qui sont en rémission prolongée et désireuses d'arrêt des anti-TNF durant le 3e trimestre. Donc là, la reprise rapide des anti-TNF après l'accouchement est recommandée. Alors, pour l'histiquinimab, donc là, les données sont plus limitées. Globalement, il ne semble pas y avoir de signal négatif. Et il est dit que la décision d'arrêt de l'histiquinimab doit être prise au cas par cas en fonction du risque de rechute de la MICI. Donc, un rappel concernant les médicaments, bien sûr, contre-indiqués chez la femme enceinte, donc le méthotrexate et les nouveaux anti-janusquinase. Alors, le monitoring de la MICI chez les femmes enceintes. Donc là aussi, on a de nouvelles données concernant la calprotectine qui montrent que les taux ne sont pas modifiés durant la grossesse, avec une bonne corrélation avec l'activité de la MICI. Donc, ça représente aujourd'hui l'outil le plus fiable pour la surveillance de la MICI chez la femme enceinte. Donc, je rappelle que pour les marqueurs sériques, il peut y avoir
quelques modifications physiologiques durant la grossesse qui concernent surtout l'albumine, l'hémoglobine, les taux de CRP. Et c'est très, très, très important de savoir suivre la cinétique de ces marqueurs chez la femme enceinte. Alors, pour le dosage pharmacologique des anti-TNF, donc l'adalimumab, les taux sont stables durant la grossesse, alors que pour l'infliximab, il y a une diminution de la clairance durant le 2e et 3e trimestre avec une augmentation des taux résiduels d'infliximab. Alors, une plaque pour parler du risque thromboembolique chez les patientes enceintes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, il y a une augmentation du risque thromboembolique. Donc, la prévention est indiquée en présence donc, de tout autre facteur de risque supplémentaire. Donc, chez les patients, si les patientes sont hospitalisées pour une poussée de la Mickey ou après césarienne. Alors, le mode d'accouchement, la césarienne est recommandée en cas de lésion anopérinéale active ou de fistule rectovaginale, même si elle est quiescente, du fait du risque d'aggravation des lésions anopérinéales après un accouchement par voie basse. Et aussi, la césarienne est indiquée en cas d'anastomose ilio-anale. Donc là, il y a un risque de dommage sphinctérien et un risque d'incontinence anale. Alors, les précautions à prendre chez les nouveau-nés concernent essentiellement les nouveau-nés qui étaient exposés in utero aux biothérapies. Alors, pas de changement pour les vaccins inactivés. Par contre, pour les vaccins vivants atténués, il faut les retarder de 12 mois. Alors, pour l'allaitement, bon, le signal est globalement vert pour la majorité des médicaments qu'on utilise dans les Mickey, les salicylés, les thiopurines, les anti-TNF, l'usticulimab. Alors pour les corticoïdes, il est conseillé de décaler la TT de 4 heures par rapport à la prise de corticoïdes si on utilise la pleine dose. Et bien sûr, méthotrexate, cyclosporine et antijanusquinase sont contre-indiqués. Voilà, on vous remercie.